Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Le beau-fils de Maurice, Lucien, est intégré au projet. Et Jacques finit par rejoindre lui aussi le navire en se chargeant du cahier spécial consacré au programme des ballets russes. L'aîné des trois frères s'est enfin résigné à abandonner sa carrière de pianiste, ce qui a le don de ravir son père. Maurice est doucement, finalement, en train de créer une véritable affaire familiale et ça le rend particulièrement heureux. Il ne reste maintenant plus qu'à trouver un poste à Michel. Le problème, c'est que malgré sa tchatche sans pareil, il est désordonné à souhait et d'une étourderie absolue. Si ses compétences en communication auraient pu faire de lui un excellent homme d'affaires, ses absences nuisent grandement au développement de l'entreprise. Lucien, qui aime beaucoup Michel, souhaite l'aider et il lui propose un poste de secrétaire à la rédaction de Art et Décoration et cette fois-ci, ça fonctionne. Michel se jette dans cette nouvelle aventure avec délice, ravi de contribuer au périodique le plus avant-gardiste de son temps en matière d'architecture, de peinture et de musique. Motivé par l'engouement de son beau-frère, Lucien se met à rêver alors en plus grand. Pourquoi ne pas ouvrir un journal à tous les arts ? Un journal qui parlerait autant de mode que de photographie et de cinéma. De son point de vue, l'art se trouve en toute chose, que ce soit le design d'une chaise, les jeux de lumière d'une photographie, la coupe d'un vêtement, et en bon rédac-chef, Lucien tient à imposer son style. En 1912, il publie le premier article de l'histoire sur le nouveau style dans Art et Décoration. Cet article prône les qualités artistiques d'une, je cite, simplicité volontaire, d'une, je cite toujours, matière unique et d'une symétrie manifeste, qui se mêlerait au classicisme du XVIIIe siècle, marqué par, je cite, la clarté, l'ordre et l'harmonie. Bref, pour les moins connaisseurs d'entre nous, Lucien vient tout simplement de sortir le premier manifeste de l'art déco. Et on n'est pas moins de 13 ans avant que le style soit reconnu comme un véritable mouvement artistique. Rien que ça. Et il ne s'arrête pas là. À peine l'article sorti, le voilà obnubilé par un nouveau projet, une publication de luxe entièrement consacrée à la mode. Il émet immédiatement l'idée à Émile Lévy, le directeur d'art et décoration, qui accepte de débloquer les fonds nécessaires pour y arriver. Michel s'y associe, suivi de peu par Cosette. Qui de mieux qu'elle pour rédiger les légendes des dessins pour les pages de mode ? En fait, tout comme Maurice, Lucien s'intègre de mieux en mieux au mode de vie de la bourgeoisie alsacienne. Leur valeur principale, le travail en famille, est désormais devenu aussi sacré pour lui que pour le vieux patriarche. À cette époque d'ailleurs, Cosette est enceinte de leur premier enfant. Dans quelques années, leur fille, Marie-Claude, surnommée Maïko, intégrera elle aussi le business familial pour des aventures absolument trépidantes et terrifiantes autour du globe, mais j'y reviendrai plus tard. Le nouveau magazine de Lucien se nomme La Gazette du Bon Ton. Pour ce nouveau bébé, il a 1000 paquets, comme on dit. Tous les artistes les plus talentueux du monde des arts y sont réunis. Peintres, écrivains, couturiers, tous collaborent pour imaginer une mode des plus fantaisistes, avec un snobisme absolument assumé. La femme y apparaît d'ailleurs plus indépendante que jamais et d'autant plus audacieuse. À l'époque, c'est donc une véritable révolution, que ce soit dans le milieu de la mode ou dans celui de la presse. Alors que la Gazette du Bon Ton naît en 1912, New York, ou plutôt un publicitaire plein d'ambition, Condé Nast, a les yeux rivés sur Paris. Il est déjà à la tête de Vogue, un magazine de mode destiné à l'élite new-yorkaise, et il souhaite désormais étendre ses horizons. C'est sur le nouveau-né de Lucien, en fait, que son attention se porte. Et pourquoi pas l'adapter aux États-Unis ? Décidément, Lucien, vous voyez, est à l'origine de pas mal de succès. Mais ce qui devait arriver, arrive. On est, vous l'avez compris avec les dates, on est dans la deuxième décennie du XXe siècle et vous savez tous ce qui va se passer. La Grande Guerre s'apprête à pointer le bout de son nez. Le 28 juin 1913, l'héritier du trône austro-hongrois est tué à Sarajevo. Le 31 juillet, Jean Jaurès est assassiné. Le dernier rempart contre la guerre, c'était celui qui se battait pour empêcher les ouvriers allemands, vous savez, de prendre les armes. Il vient de tomber. L'Europe est sous le choc. La guerre est déclarée et maintenant il faut aller se battre contre les voisins de l'Est. Lucien, de son côté,
n'a pas reçu d'ordre de mobilisation, il a les pieds plats. Par contre, ce n'est pas le cas des autres employés de la Gazette qui partent tous dans les casernes en attente des combats. Les bureaux du magazine maintenant sont presque vides, plus personne n'est là pour faire tourner la machine. Lucien, dépité, se voit obligé de mettre en suspens les activités de la Gazette. Le véritable problème, pourtant, ne réside pas là. En fait, Lucien n'a qu'une seule envie, c'est de défendre son pays. L'anti-germanisme qui était déjà en place avant la guerre n'a bien entendu fait que se renforcer maintenant qu'un nouveau conflit a éclaté. Et en réponse à ce mouvement, les milliers d'immigrés du pays s'efforcent de prouver leur patriotisme envers la France par tous les moyens possibles, de peur d'être confondus avec des Allemands ou des Autrichiens. Et c'est pareil pour Lucien. Après tout, son père est allemand. Puisqu'il ne peut pas se battre en première ligne, il se battra quand même pour le rayonnement de la culture française. En 1916, il s'engage donc dans Les Élégances parisiennes, une revue de mode lancée par les éditions Hachette qui se bat pour défendre la couture française et la culture française contre la série de contrefaçons orchestrées par les autres nations. Dès 1915, par exemple, la patronne de Vogue, une femme déterminée, Edna Chase, organise le premier défilé de mode américain de l'histoire. Jusqu'ici, la haute couture, c'était la spécialité des Français. Mais maintenant que New York s'embarque sur la même voie, la France se sent en danger. Il s'agit après tout de son patrimoine et il faut en conserver l'exclusivité. Comme quoi, vous voyez, rien n'est nouveau sous le soleil. L'engagement de Lucien dans cette lutte culturelle est d'ailleurs infini. Il se démène du matin au soir et du soir au matin pour publier des pages de mode exclusivement françaises, remettre sur le devant de la scène le savoir-faire exceptionnel de son pays. Et pourtant, très vite, la France va se retourner contre lui. En novembre 1916, le journal Bulletin de la Ligue anti-allemande publie un article diffamatoire à son sujet. Voilà ce qu'on peut y lire, je cite. « Monsieur Vogel, né en 1886, est né de père allemand et non d'un père naturalisé comme ses défenseurs le prétendent. Monsieur Lucien Vogel a épousé le 20 juillet 1908 mademoiselle de Brunoff, Cosette, née à Paris le 3 avril 1886, fille de Maurice de Brunoff, ingénieur, directeur de Comédia Illustrée, né à Wiesbaden, Allemagne, naturalisé le 27 janvier 1897, et Marguerite Meyer, née à Niederbruck, Allemagne. N'est-ce pas beaucoup pour des gens qui prétendent ne rien avoir de germanique ? Et oui, voilà ses origines dévoilées au grand jour. Et Lucien est maintenant accusé d'espionnage à la solde de sa véritable patrie. Son engagement dans le journal Les Élégances parisiennes ne serait qu'une façade, un moyen de détourner, en tout cas de détourner l'attention de son réel objectif. La collecte d'informations pour l'industrie allemande, rien que ça. Bref, vous avez une campagne de diffamation spectaculaire qui se dresse devant Lucien et les éditions Hachette qui, elles, ne veulent pas prendre de risques, c'est toujours comme ça, finissent par le renvoyer. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.